du Diop. Alors, c'est le professeur Traoré qui va être le président du jury. Mais avant d'en arriver là, je veux dire quelques mots quand même pour remercier le professeur Traoré. Donc, monsieur le professeur, je vous remercie pour votre disponibilité. Voilà, et pour le sacrifice que vous faites pour venir justement présider ce jury. Alors, je crois que c'est la première fois qu'on partage un jury. Voilà, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je partage ce jury-là avec vous. Alors, le professeur Aïdara, quand il m'a taquiné, il me disait que vous faites partie du Parti de Moussa Traoré. Voilà, parce que vraiment, j'ai beaucoup de sympathie pour lui. J'ai beaucoup de respect également pour lui, à cause de sa méthode, à cause de son organisation, à cause de son sens de la responsabilité. Voyez-vous. Donc, c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on discutait en conseil ou en dehors, voilà, je proposais toujours Traoré. Si bien que le professeur Aïdara encore m'a taqué en me disant que vous faites partie du club de Moussa Traoré. Donc, c'est pour vous dire que c'est avec un très très grand plaisir que je suis là avec vous devant le jury aujourd'hui. Voilà, et de partager le jury avec vous, connaissant votre compétence en matière financière, en matière de finances publiques. Là, je crois qu'on aura une très bonne soutenance aujourd'hui. Donc, merci beaucoup encore une fois. Donc, je vous donne la parole pour le reste. Merci, chers collègues. Bonjour, assistance. Je voudrais commencer par présenter mes excuses pour ce léger retard dû à un incident sur lequel nous sommes tombés ce matin, un accident de la route, et malheureusement nous avons dû nous arrêter pour appeler le secours. Et bon, ils m'ont rappelé tout à l'heure, j'ai dû décaler un peu le démarrage de cette soutenance en raison d'un petit protocole. Et je voudrais m'excuser. Cela dit, le professeur Oumar Dia est juste pour toi. Je dois avouer que nous-mêmes, tous les assistants du département de droit public, et peut-être même des autres départements de droit privé et sciences politiques, nous sommes pratiquement sortis de son école. Avant d'être recruté ici, il a été notre modèle d'abord en tant qu'étudiant. Ensuite, pratiquement la plupart des étudiants qui sont passés ici, il a été notre enseignant. On a été chez lui à toutes les heures de la journée pour avoir des conseils, des orientations méthodologiques. Il a toujours été disponible. Et c'est cette disponibilité qui aujourd'hui encore le caractérise. C'est un féru de la recherche, quelqu'un qui maîtrise le droit constitutionnel, les autres disciplines du droit public. Mais il est à chaque fois disponible pour accompagner les étudiants, même les collègues qui souhaitent bénéficier de son expertise. Alors c'est une façon de vous dire, chers collègues, que le plaisir est entièrement. Vraiment un honneur de venir assister à la soutenance d'un mémoire que vous avez encadré. Et je suis à peu près certain que n'importe quel autre collègue du département aurait tenu le même discours à défaut d'être plus élogieux. Donc merci, chers collègues. En espérant, c'est vrai, c'est notre première occasion de partager un jury, mais nos séances de travail se sont multipliées ces dernières années et c'était toujours un bénéfice à notre endroit. Alors, M. Maudou Diop, je vous taquinais pour vous tout à l'heure. Dire que vous avez un nom qui rime bien avec le droit. Et ce n'est pas gratuit. Le professeur Oumar Dia a rappelé tout à l'heure que nous évoluons dans la discipline des finances publiques. Et naturellement, pendant un long moment, c'est avec l'ouvrage de votre homonyme que nous avons travaillé. Aujourd'hui encore, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mérite. J'espère que vous ferez mieux que lui. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette salle pour vous évaluer sur le sujet qui porte sur l'étude des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales. L'exemple de la commune de Saint-Louis. Je rappelle que vous avez été encadré par le professeur Omar Dia pour l'obtention du mémoire de fin d'études, master 2 de droit de la décentralisation et gestion des collectivités territoriales. Alors j'ai la lourde tâche de présider ce jury. Je réponds au nom de Moussa Traoré. Et nous allons vous accorder une quinzaine de minutes pour vous faire
pour nous faire l'économie de votre travail. Nous allons ensuite revenir sur ce que vous avez fait, sur l'intérêt de la réflexion, et bien entendu, s'il y a lieu, les propositions d'amélioration qui ne feront qu'enrichir ce que vous avez déjà produit. Alors, je vous laisse la parole pour en 15 minutes nous faire l'économie de ce travail. Monsieur le Président du jury, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Chers professeurs et directeurs de mémoire, distingués invités, en ce jour si important, permettez à mon cœur de parler autant que ma raison. Je voudrais du fond de l'âme vous remercier d'avoir honoré ce moment de votre présence. Ma gratitude la plus profonde va envers vous, le professeur Omar Dia, mon directeur de mémoire. Vous avez été bien plus qu'un guide académique. Vous m'avez rappelé que la rigueur intellectuelle n'était pas l'ennemi de l'humanité, mais son plus bel allié. Cheikh Anta Diop disait, il n'y a pas de plus grand amour que celui de transmettre le savoir, car dans ce partage, on ne perd rien de soi, mais on multiplie les lumières. Votre enseignement, empreint de la sagesse de Cheikh Ahmadou Bamba, il l'a rappelé même dans son ouvrage Massalikul Jinan, un peu de bonnes actions fondées sur la science a plus de récompenses que beaucoup d'actions avec ignorance. Au président du jury, le professeur Traoré, je vous remercie sincèrement d'avoir accepté d'évaluer ce travail. Merci infiniment à mes parents, camarades et amis d'avoir traversé régions, distances pour être à mes côtés. Votre présence m'a profondément touché. Alors, ce mémoire qui nous réunit aujourd'hui s'intitule « Étude des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales », l'exemple de la commune de Saint-Louis. Il s'inscrit dans un contexte marqué par l'acte 3 de la décentralisation qui vise à organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. La question financière est au cœur de la décentralisation, oui, car pour réussir sa dimension politique, il faut d'abord réussir sa dimension financière. Et sans ressources suffisantes et autonomes, les collectivités ne peuvent mener à bien les compétences. Pourtant, à Saint-Louis, comme dans beaucoup de communes sénégalaises, on observe une forte dépendance vis-à-vis de l'État, une faible mobilisation des ressources propres et une opacité dans la gestion. C'est dans ce contexte que le professeur Abdourahmane Diohani, lors de la présentation de son ouvrage intitulé, je cite, les finances locales des collectivités sénégalaises, il disait que la dimension financière est le parent pauvre de la décentralisation. En tant que fils de Saint-Louis, ayant grandi dans ces banlieues où l'impact des actions financières municipales est peu perceptible, ce sujet revêt pour moi une dimension à la fois intellectuelle et personnelle. Il s'agit de comprendre pourquoi, malgré les réformes successives, les habitants ne ressentent pas concrètement les bénéfices de la décentralisation. Nous avons utilisé une méthodologie croisant droit, chiffres et réalité du terrain pour une évaluation critique et fiable des finances de la commune. D'abord, l'analyse juridique s'ancre dans l'article 102 de la Constitution, le Code général des collectivités territoriales, le Code des impôts, les directives de l'UE. Moi, je peux citer la directive numéro 01-2009 et la directive numéro 01-2011, qui porte sur l'harmonisation et la transparence dans un cadre harmonisé et communautaire. Sans oublier le décret 2023-2161, abrogeant celui de 1966 dans le cadre du régime financier des collectivités sénégalaises. Ensuite, l'étude empirique repose sur le compte administratif et le compte de gestion de la commune pour l'année budgétaire 2023. Enfin, nous avons mené, dans le cadre de cette étude, des entretiens qualitatifs avec la direction technique et financière de la commune et l'agence de développement communal connue sous l'acronyme ADC. Pour la problématique, nous avons jugé pertinent de nous interroger sur la question de savoir comment se présentent les interactions financières entre l'État et les collectivités dans le cadre de la commune de Saint-Louis. Pour le plan établi, nous allons premièrement identifier le régime financier de la commune et deuxièmement, la prédominance incontestable de l'État dans la gestion.
La première partie est consacrée au régime financier de la commune. Il s'agira de voir les recettes, les sources de recettes et les sources de dépenses. Commençons par les recettes. Elles sont établies suivant une démarche binaire. D'une part, les recettes de fonctionnement et d'autre part, les recettes dites investissement. Les recettes de fonctionnement reposent à 76% sur la fiscalité locale, diversifiée, entre impôts directs et impôts indirects, taxes municipales, impôts fonciers, contributions économiques locales, ainsi que l'impôt minimum fiscal, la taxe représentative de l'impôt minimum fiscal, les impôts synthétiques, à savoir la contribution globale unique et la contribution globale foncière. Les recettes non fiscales, domaniales ou issues de redevances demeurent marginales et volatiles en raison d'une gestion patrimoniale défaillante. Enfin, les dotations étatiques reçues par la commune s'élèvent à 104 millions de francs CFA, ce qui représente 8% du budget de la commune. Passons aux recettes d'investissement, qui traduisent une forte dépendance externe. Pour le fonds d'équipement des collectivités territoriales, le montant reçu est estimé à 125,9 millions de francs CFA, tandis que le projet PACASEN, l'AFD et la Banque mondiale dominent par des concours ciblés et la coopération décentralisée entreprise par la commune reste aléatoire au cours de ces dernières années. Quant aux dépenses, elles sont établies suivant la même logique que les recettes. D'une part, les dépenses de fonctionnement et d'autre part, celles appelées investissement. Celles de fonctionnement accaparent le budget, avec un taux d'exécution avoisinant 74,80% pour le cabinet du maire, environ 140 millions de francs CFA, principalement dédiés aux salaires et indemnités, priorisant ainsi l'appareil administratif. Les charges personnelles, le secrétaire et les compétences transférées alourdissent la structure, réduisant les marges d'action publique. Cette rigidité budgétaire entrave toute réallocation vers les services essentiels, compromettant l'efficacité globale. Les dépenses d'investissement visent les infrastructures comme la voirie, l'éclairage et l'assainissement, ainsi que les équipements tels que écoles, centres de santé et stades. Pourtant, seulement 56,28% des crédits prévus ont été utilisés pour les écoles et centres de santé, illustrant une sous-exécution chronique liée à une faible mobilisation des ressources, à des retards administratifs. Elle compromet également le développement durable et accentue le décalage entre ambition et réalisation. Venons-en à la deuxième partie, qui marque la prédominance de l'État dans la gestion des finances, qui résume une fonction prééminente et qui justifie aussi une autonomie illusoire. Sur les rôles techniques de l'État, d'abord, il agit comme collecteur et trésorier des collectivités à travers la Direction générale des impôts et domaines. Il assure la perception des taxes locales, garantissent une expertise technique, mais réduisent le contrôle direct des collectivités. La centralisation des fonds passe par le trésor public en rajoutant le principe d'unité de caisse, ce qui impose un circuit rigide. Ensuite, le contrôle de légalité exercé par le représentant de l'État, je veux citer le préfet, conformément à l'article 245 du Code général des collectivités territoriales, car en matière budgétaire, la tutelle est maintenue, requérant l'approbation préalable du représentant de l'État. Enfin, le rôle de subvention et péréquateur renforce cette dépendance. Les fonds de concours sont répartis par l'État sans l'intervention des collectivités, ce qui privilégie les indicateurs nationaux au détriment des priorités locales. Les dotations spécifiques sont souvent liées à des projets étatiques. Cette logique de subvention, bien qu'elle soutienne l'investissement, réduit la marge de manœuvre, renforce la tutelle et transforme l'autonomie financière en dépendance conditionnelle. Mesdames et messieurs, l'acte 3 de la décentralisation a certes renforcé le cadre légal de l'autonomie financière, et la commune de Saint-Louis demeure dans les faits tributaire des financements de l'État. Il ne s'agit pas seulement de soulever les obstacles, mais de faire des propositions. Elles vont de la modernisation fiscale, la réforme des dotations, de l'intercommunalité, le recours au partenariat public-privé à la participation citoyenne. Oui, la participation citoyenne. Nelson Mandela disait,
tout ce qui se fait pour moi et sans moi est fait contre moi. Le citoyen est le premier bailleur de la commune. Partant du patriotisme fiscal, du contrôle de l'action des collectivités à la prise de décision. Ces actions visent précisément à traduire dans les faits cette autonomie prévue par la loi. Car, comme le souligne l'article 9 du Code général des collectivités, une décentralisation effective suppose que les collectivités disposent d'une maîtrise réelle de leurs ressources. Comme l'affirmait l'éminent professeur Mayacine Diagne, qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel, le développement ne se décrète pas. Il se construit à la base avec les forces vives des territoires. C'est dans cet esprit que j'ai souhaité, par ce travail, contribuer à une réflexion constructive pour l'avenir de la commune de Saint-Louis. Conscient que ce n'est qu'une présentation, loin d'être exhaustive, je m'en tiens présent à votre disposition pour échanger sur ces questions. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci, M. Diop. C'est ouvert, M. Diop, le financier. Alors, je voudrais, avant moi-même, proposer une appréciation de votre travail, remettre la parole à votre encadreur. Il revienne au besoin sur les conditions de travail, le contexte, s'il a des choses à compléter, des remarques par rapport au travail. Avant que moi-même, je ne revienne, nous vous redonnerons la parole pour préciser un certain nombre de choses avant qu'on ne délibère. Alors, merci beaucoup, M. le Président. Je crois que M. Diop est un étudiant très sérieux, très poli, très travailleur, très résilient. Parce qu'avec moi, ça prend beaucoup de temps, souvent. Donc, il a été vraiment résilient. Et véritablement, à chaque fois qu'on lui fait des remarques, donc voilà, il essaie d'améliorer, de corriger, etc., etc. Alors, je ne veux pas donner mon appréciation de ce travail parce que c'est moi qui l'ai encadré. Donc, je vais laisser ce soin-là au professeur Traoré, donc on va faire l'évaluation. Mais ce que je peux dire, c'est que, voilà, bon, je sais pas, l'essentiel, à mon avis, quoi. Véritablement, c'est un travail correct qui est présenté aujourd'hui. Sous réserve de ce que, effectivement, le professeur Traoré, on va dire, parce que c'est lui le grand spécialiste de ça. Hein. Voilà, donc ça a été véritablement un plaisir en tout cas de travailler avec vous. Voilà, pour toutes ces qualités-là que je viens de décliner. Alors, pour le travail dans le fond et dans la forme, je crois que je vais laisser d'abord M. Traoré, puisque c'est le regard extérieur par rapport au travail. Le travail, c'est vous et moi. Donc, lui, c'est un regard extérieur, donc il sera mieux placé que nous. Voilà, pour faire une bonne évaluation plus correcte. Donc, à partir de ce moment-là, peut-être je vais prendre la parole pour essayer de préciser un certain nombre de choses.